Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette société d'encouragement pour l'industrie nationale. C'est une belle appellation. Bienvenue également à vous qui nous suivez en ligne. Je sais que vous êtes nombreux sur YouTube. C'est vraiment un plaisir de partager avec vous ces valeurs de la transition écologique. Vous le savez peut-être, en Europe, l'offre actuelle de produits et de matériaux biosourcés est estimée à 4,6 millions de tonnes et pourrait encore augmenter de 1 à 3 millions environ en 2030. Alors tout est possible, évidemment, mais c'est ensemble qu'on peut imaginer le futur dans un monde qui chauffe et qui doit se réinventer, vous le savez aussi. Mais avant d'entrer dans le vif des débats, je cède la parole à Bernard Chaud, président de la CDV, qui nous accueille aujourd'hui sous vos applaudissements. Merci chère Madame Felous. Mesdames et messieurs, chers amis, chers partenaires, c'est avec un très grand plaisir que j'ai l'honneur de vous accueillir aujourd'hui pour cet événement Industrie et végétale, une alliance clé pour la transition. Et nous allons à cette occasion célébrer effectivement notre 15e anniversaire de notre association. Donc nous avons choisi ce lieu magnifique pour accueillir cet événement. Un tout petit mot d'histoire, donc il a été créé et inauguré par Napoléon III en 1852. Cet hôtel de l'industrie était à l'époque un des principaux foyers de l'innovation dans ce Paris au XIXe siècle. Il a ouvert ses portes aux plus grands chercheurs, aux penseurs et aux inventeurs qui ont mis à l'honneur la fine fleur du progrès technique et économique français à l'époque. Donc, ce lieu reflète parfaitement l'esprit d'innovation qui nous anime. Il reflète également les thématiques que nous allons aborder pendant cette matinée. Depuis sa création, notre association s'est affirmée comme un acteur clé dans le développement et la promotion de la chimie biosourcée en France. Également révélée comme un pilier essentiel de la transition écologique et aussi de la réindustrialisation. 165 000 emplois directs et indirects en France et une projection ambitieuse d'atteindre 240 000 emplois d'ici 2030. Notre filière prouve qu'elle peut allier performance économique et responsabilité environnementale. Donc cette matinée est une excellente occasion de réaffirmer notre engagement envers un avenir durable, un sujet qui est dans toutes les têtes actuellement, et aussi résolument tourné vers l'innovation, conformément à notre raison d'être, que je vous rappelle, s'engager ensemble durablement pour des solutions biosourcées, répondant aux enjeux liés au climat et aux ressources. En effet, notre mission est de fédérer les acteurs de cette filière innovante. Les solutions développées par nos membres répondent à la fois aux défis de la transition écologique, à la recherche de débouchés durables pour l'agriculture et la forêt, et aux soucis de souveraineté industrielle. La souveraineté industrielle, nous sommes aujourd'hui dans la société pour l'encouragement de l'industrie nationale. Voilà, on est dans le thème. Ainsi, les produits biosourcés issus de la chimie du végétal sont à la fois une alternative aux matériaux d'origine fossile et une réponse viable aux deux défis majeurs de la décarbonation et de la réindustrialisation des territoires. Industrie et végétale, une alliance pour la transition. Ce thème est au cœur de nos réflexions et de notre action. Notre livre blanc que nous allons vous présenter aujourd'hui en est l'illustration. Nous en reparlerons. Il propose en effet les bases d'une stratégie ambitieuse pour une France décarbonée et réindustrialisée grâce aux solutions et aux produits biosourcés. J'aimerais enfin exprimer notre reconnaissance envers tous les intervenants qui vont enrichir notre matinée de leur perspective et de leur expertise. Je tiens également à vous remercier tous sincèrement pour votre présence, aussi bien dans la salle qu'en ligne, et votre soutien.
La notion de collectif est chère à la CDV, comme le souligne le terme « ensemble » de notre raison d'être. Ensemble, nous avons bâti une filière solide et ensemble, nous continuerons à faire de la chimie du végétal un levier essentiel de la transition écologique et de la réindustrialisation de la France. Sans plus tarder, nous avons l'honneur d'accueillir Madame le sénateur Vanina Paoli-Gagin, sénateur de l'Aube depuis 2020. Madame Paoli-Gagin s'est ainsi distinguée par son engagement en faveur de la transition écologique et aussi de la réindustrialisation de notre pays. Par exemple, en tant que rapporteur de la mission parlementaire intitulée « Excellence de la recherche, pénurie de champions industriels, cherchez l'erreur française », elle a mis en lumière les défis que rencontre notre industrie et l'importance cruciale de soutenir nos champions industriels pour assurer notre souveraineté économique et technologique. Son expertise au cœur des territoires fait de son intervention un moment très fort de notre matinée. Madame le sénateur, bienvenue pour la Société d'encouragement pour l'industrie nationale et je vous cède la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Bernard Chault, Madame la déléguée générale, chère Sophie Marquis, Mesdames et Messieurs les adhérents de l'association Chimie du végétal, Mesdames et Messieurs, vous avez mis la barre très haut, Monsieur le Président, en introduisant mon propos introductif. En tout premier lieu, je voudrais vraiment très sincèrement vous remercier en fait de m'avoir convié à cette matinée de célébration des 15 ans de votre association. Je pense, est-ce qualité de sénateur de l'Aube et à titre personnel, y être vraiment à ma place. Ce n'est pas toujours le cas quand on est un élu et qu'on vous invite. Parfois, on se sent moins à sa place. Aujourd'hui, je me sens parfaitement à ma place à vos côtés. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez évoqué, je suis sénateur de l'Aube. L'Aube est un territoire très fortement agricole. Ça va des grandes plaines céréalières du Nord jusqu'à la culture du lin, du chanvre, qui est très importante, du sainfoin, de choses très très diverses. Donc on couvre à peu près toutes les agricultures, avec un S. Donc, pour cela, je pense que c'est pertinent. Ensuite, mon département est dans une région, la région Grand Est, qui est une région qui est la première région de France en termes de bioéconomie. On a un pôle international, bioéconomie, dont j'ai vu le président à la foire de Châlons il n'y a pas très longtemps, qui se trouve être lui-même un universitaire qui a beaucoup travaillé sur le végétal. Donc, tout ça fait beaucoup sens. Ensuite, je le suis parce que je suis présidente des communes forestières aussi de l'Aube. Donc c'est un lien indirect, mais on est toujours quand même sur la biologie, le vivant et le végétal. Et je le suis aussi à titre personnel parce que j'ai des convictions de très longue date. J'ai moi-même cofondé une association qui s'appelle Transition Forum, qui vise à faire émerger des solutions innovantes pour la transition écologique et qui organise un événement annuel. Donc, je pense que je suis très concernée par les sujets dont vous allez, en tant qu'expert et acteur du domaine, débattre tout à l'heure. En second lieu, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, évidemment, je le suis en tant que législateur et élu de la nation, pour soutenir en fait les secteurs d'avenir et accompagner effectivement la transition écologique et la réindustrialisation. Ça peut paraître absolument presque un oxymore et en fait je pense que fort au contraire, la transition est un formidable moteur de notre réindustrialisation du XXIe siècle, donc qu'il ne faut pas entendre avec les mêmes critères d'évaluation qui pouvaient être les nôtres au XXe siècle.
Notre pays fait face à un triple défi. Vous le savez, il faut accélérer cette transition écologique, il faut réindustrialiser nos territoires, et puis, en passant, il faut rétablir nos finances publiques. Pourquoi ? Parce que si on ne rétablit pas nos finances publiques et si on n'investit pas massivement dans la transition écologique, en fait, on va aggraver nos déficits. On va avoir une dette aussi du chef de la non-transition écologique qui va devenir elle-même insoutenable. Et ça, il faut que d'aucuns en soient parfaitement conscients. Donc l'argent qu'on va dépenser en investissement sur ce secteur, c'est autant de dettes en moins demain. J'en suis absolument convaincue. Je pense que vous avez tous jeté un œil au rapport de Mario Draghi, qui est très intéressant. Et je soutiens en tout point l'analyse qui est faite et les pistes de solutions qui sont apportées. Vous le savez, on est au XXIe siècle, c'est le retour des empires. Les Chinois, les Américains, les Indiens, etc. ont investi beaucoup et massivement dans la recherche, le développement et l'innovation sur un certain nombre de sujets. En Europe, on a la chance d'être à l'avant-garde sur ces sujets qui ont trait à la culture, à l'agriculture, à la bioéconomie. Si on rate ce virage, on achètera des solutions demain qui seront chinoises, américaines, etc. Et je pense que ce serait vraiment très dommageable. Ce serait très dommageable pour nos agricultures, mais ce serait très dommageable aussi pour notre R&D et pour notre industrie, en fait. Il propose de consacrer, je crois, 800 milliards à un vaste plan de recherche, d'innovation et de valorisation qui couvre ce champ, celui dont vous allez parler aujourd'hui. Et je pense que c'est une bonne chose et qu'il faut tous qu'on soit en soutien de cette initiative européenne. Et que nous, en France, on relaie cette initiative et qu'on la reprenne à notre compte pour aussi budgétairement, législativement, être dans cette même direction. Parce que ces trois sujets que j'évoquais, en fait, c'est les trois facettes d'un même problème fondamental. En tout cas, c'est ce que je crois. Notre économie n'est plus adaptée à son siècle. Notre approche et notre analyse économique ne sont plus valables en ce XXIe siècle. Pour moi, il faut qu'en tout domaine, nous ayons une approche systémique. Si nous n'avons pas d'approche systémique au XXIe siècle, c'est que nous n'avons pas pris les leçons du XXe siècle. L'innovation, évidemment, dans cette approche systémique, c'est la clé. Elle nous permet d'inventer de nouveaux modèles économiques qui soient adaptés à tous ces défis que vous allez devoir tous et toutes relever. Je prends un exemple du crédit d'impôt recherche, parce que je pense que vous êtes tous concernés par le crédit d'impôt recherche. Le problème du crédit d'impôt recherche, c'est pas que c'est une niche fiscale qui coûte plus de 7 milliards et des brouettes. C'est à l'intérieur de cette niche fiscale, est-ce que cet argent, dans son utilisation, est utilisé avec la meilleure efficience possible ? Je n'en suis pas convaincue. Est-ce qu'il faut verdir le crédit d'impôt recherche ? J'y crois pas, c'est encore une couche, une usine à gaz, ça va encore être un effet d'aubaine pour certains, un greenwashing pour d'autres. Non, je pense qu'il faut, à l'intérieur de cette enveloppe du crédit d'impôt recherche, essayer de réfléchir, y compris dans les modalités, je veux dire, purement techniques et administratives, sur le point de mieux faire circuler cet argent et faire en sorte qu'il y ait moins de pertes en ligne. Quand il y a 1 euro de crédit d'impôt recherche, au bout de la chaîne, en fait, c'est pas du tout 1 euro qui arrive. Et moi, c'est toutes ces couches intermédiaires dont je pense qu'il faut qu'on se soucie pour déjà essayer d'optimiser la dépense publique. Bien sûr qu'il va falloir faire des économies en plus, mais ça, c'est pas mon job de vous annoncer les mauvaises nouvelles. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, j'avais commis un rapport pour examiner un peu quels étaient nos travers et qu'est-ce qui fait que, alors qu'on a une recherche d'excellence, qu'on a inventé un certain nombre de choses décisives, des innovations de rupture dans plein de domaines, et que finalement on est incapable ou très peu capable de transformer ces innovations en produits de marché. Donc finalement, on met beaucoup d'argent public sur la recherche,
Et puis ensuite, en fait, cette recherche, finalement, ceux qui arrivent à la valoriser, c'est plutôt nos amis américains ou asiatiques, et elles nous reviennent sous forme de produits et sous forme de déficit de la balance commerciale. Je dis non, il faut arrêter cette hémorragie, en fait. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et donc, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'en termes d'innovation, le temps peut être très long. Et plus on est dans des innovations de rupture, plus le temps de soutien de l'innovation, financièrement, et d'accompagnement est long. C'est comme ça, en fait. Je vous rappelle juste pour la petite anecdote que la batterie lithium-ion a été inventée sur une paillasse du CNRS à la fin des années 70. Combien de champions européens de fabrication de batteries à la fin de la foire? 0. Donc ça, il faut vraiment qu'on fasse un gros effort pour corriger cette espèce de défaut que nous avons. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie et beaucoup de mesures ont été prises en ce sens. Pour vous donner des exemples concrets de ce qu'on peut faire régionalement ou en circonscription, je vous en donnerai 2. À chaque fois, ce sont évidemment des exemples où il y a une volonté politique très forte. Moi, c'est mon cas, c'est-à-dire que je suis élue de la nation, je suis là pour voter la loi, mais j'essaie aussi de porter beaucoup de projets de territoire dans les domaines qui nous intéressent. Il y a à peu près une douzaine d'années, j'ai créé, à l'initiative de mon prédécesseur, un cluster qui s'appelle la Biogaz Vallée. Donc à l'époque, il y a une douzaine d'années, la méthanisation, c'était vraiment un peu les balbutiements en France. Et en fait, on a créé un cluster qui a maintenant plus d'une centaine d'adhérents qui viennent de toute l'Europe. Et notre idée, c'était de dire, il faut qu'on crée une filière industrielle de la méta en France. On a raté le photovoltaïque, on a raté l'éolien. Il faut qu'on essaie de trouver les moyens de pouvoir fournir des solutions industrielles aussi dans le domaine de la méthanisation. On a la meilleure industrie agroalimentaire au monde, quasiment. Une cuve pour stocker du lait et une cuve. Enfin voilà, on a toute la chaîne de valeur, des bâches, des cuves, des pompes, des agitateurs, des trémies, tout ce que vous voulez. Et on se dit, mais comment se fait-il qu'on se fasse fourguer des méthaniseurs clés en main par les Allemands ou les Danois, en fait? On a un problème. Donc on a désossé tout le cahier des charges d'un méthaniseur. Et on s'est rendu compte que même le génie civil, on le payait à des structures étrangères, ce qui quand même en termes d'argent public n'est pas le meilleur calcul que nous puissions faire. Et donc petit à petit, on a fait grossir ce cluster qui est très orienté aussi sur la recherche. Et maintenant, on est en train de travailler la filière du bio-CO2, je pense que vous en avez entendu parler, et y compris du textile bio-CO2. Donc c'est juste pour dire qu'on tire un fil, il faut être patient, et dans la durée, en fait, on voit qu'on a un aval extraordinaire et qu'il y a beaucoup de choses auxquelles on n'avait pas pensé. Bien sûr qu'on avait pensé au gaz vert, bien sûr qu'on avait pensé aux engrais bio, bien sûr qu'on avait pensé à tout ça, mais on nous aurait dit un jour, vous allez pouvoir fabriquer des fibres textiles avec du bio-CO2 grâce à la méthanisation. On aurait trouvé ça un peu fumeux. Mais en fait, c'est le cas. Autre exemple d'une entreprise start-up que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Woodoo, qui fabrique du bois augmenté pour l'immobilier, le luxe, les constructeurs automobiles. C'est une boîte qu'on a amenée dans l'Aube et le jeune qui porte cette société, qui s'appelle Timothée Boitouzer, on l'a mis dans un labo à l'Université de technologie pour passer à l'applicatif des brevets qu'il avait développés. Et puis on a installé son usine sur le territoire. Et donc ces produits en bois augmenté, qui est un bois qui est imputrescible, translucide, qui a beaucoup de propriétés, eh bien elle est chez nous. Donc ça, c'est pour vous donner des exemples concrets de ce qu'on peut faire. On a beaucoup de choses à faire. Donc nos actions prioritaires qu'on doit entreprendre tous ensemble, et je pense que là, il faut vraiment que tout le monde tire dans le même sens, c'est faire émerger une filière industrielle compétitive et souveraine sur les sujets qui nous intéressent. La conception de l'utilité globale, si elle est limitée à une approche économique, c'est un piège pour l'Union européenne. Si la transition écologique, on ne l'aperçoit qu'à l'aune des normes et de l'écologie punitive, c'est une erreur et c'est un leurre pour la compétitivité européenne. L'enjeu, pour moi, de ce 21e siècle, c'est de redéfinir ce qu'est la valeur.
C'est-à-dire qu'on doit basculer d'une économie du prix à une économie de la valeur. Et cette valeur, c'est pas la même qu'au XXe siècle, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'on ait cette approche One Health, qui est celle de l'Union européenne, et je pense que ça vous parle, parce qu'il n'y a qu'une santé, il n'y a qu'une santé de la planète, il n'y a qu'une santé des sols, il n'y a qu'une santé de l'alimentation, il n'y a qu'une santé du végétal, de l'animal et de l'être humain. Le rôle de législateur, c'est de favoriser tout ça, faire évoluer les cadres généraux pour mieux appréhender cette valeur, et notamment pour mieux valoriser toutes les externalités de ce que vous faites. Et j'interviens aussi beaucoup dans le domaine des biocontrôles, parce que je pense que là aussi, nous avons une carte énorme à jouer. Et je vous invite tous ceux que ça intéresse à un colloque international que je parraine au Sénat le 25 octobre sur les biocontrôles et ce qu'on appelle les IV, c'est-à-dire je cherche le terme en français, les vésicules extracellulaires, ça y est, qui permettent en fait d'apporter des biotraitements ciblés au cœur même des plantes. 15 ans, on est encore un peu ado, c'est l'âge de votre association, donc c'est bien parce que quand on est ado, on a encore un petit grain de folie, il faut le garder. Mais c'est aussi un pas vers un peu plus de maturité. Donc évidemment, je vous souhaite un très bon anniversaire à tous et puis des débats très fructueux. Et merci encore de votre sollicitation. Merci. Merci, Madame le sénateur. Alors, il y a une phrase que j'aime bien qui dit « Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur ». Ce n'est pas moi, évidemment, qui ai inventé cette phrase, mais Churchill. On va donc prendre le temps de réinterroger les dernières décennies de la CDV avec deux hommes qui ont particulièrement contribué à son élan et à son essor. Je vous demande d'accueillir les premiers président de la CDV pour une séquence où on se dit tout. Merci d'accueillir Christophe Rubdalem et François Monet. Je me mets entre vous avec grand plaisir. Comment allez-vous, messieurs? Émus? Très. Très émus? Très. Christophe? Oui. Christophe, on voit beaucoup d'anciennes têtes et il y en a des nouvelles aussi, ce qui montre que la CDV est bien dynamique. Absolument, on va en parler tout de suite. Je voulais remercier l'invitation d'un grinosaure comme moi. C'est très joli. Voilà, parce que je suis passé du côté de ceux qui apprécient la vie tous les jours, aussi sans le travail. On va revenir mais sur votre période plus active. Christophe, vous avez été président de 2007, la création à 2016. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel contexte était la France, l'industrie, quand les 5 membres fondateurs ont décidé de créer la CDV? Je rappelle que ces membres sont le pôle IAR, Roquette, Rhodia, l'UIC et l'USIPA. Certains ont changé de nom. Oui, je vais faire un petit peu d'histoire et alors soyez... je vais être très humble parce qu'il y a un historien dans la salle, Jean-Luc Pelletier. Jean-Luc, tu es où? Tu es là-bas. Donc je vais faire attention. Il a écrit d'ailleurs un livre passionnant sur l'histoire de la midonnerie en France. Je vous conseille de le lire. Donc historiquement, c'est vrai, il y a eu 4 membres fondateurs, dont Jean-Luc qui représentait l'USIPA, l'Union des syndicats des produits amylacés, et 2 industriels. Rhodia, anciennement Ron Poulenc, et Roquette, donc un chimiste et un agro-industriel, et porté donc, par les différentes associations, donc l'USIPA et aussi l'UIC qui est devenu France Chimie, et le pôle de compétitivité IAR, Industrie Agro-Ressources, qui est devenu après Bioeconomy for Change. Donc on a démarré à 5, mais en fait on n'a pas démarré ex nihilo, on n'a pas démarré de rien. Parce qu'il faut se dire que là, on parle de 2007, mais depuis les débuts des années 2000, il y a eu un climat très favorable, un terreau très favorable pour faire pousser cette association en France. Alors, je prends 5 éléments en fait majeurs pour moi qui ont favorisé en fait la création de cette association. Alors, dans la chronologie, il y a eu le fameux rapport de Forissier, Nicolas Forissier, donc le parlementaire, qui a fait un rapport sur les VANA.
Alors, qui est-ce qui sait les VANA, ça parle plus à personne, si quelques anciens. Les VANA, c'était les valorisations agricoles non alimentaires. Donc, c'était en miroir, en fait, tout ce qui n'était pas pour le food. Donc, c'est vrai qu'il fallait trouver une place pour les produits, les matériaux biosourcés, les biocarburants, etc. Mais là, on les nommait par la négation. Donc, mais c'était un début. Il y a eu un rapport sur cette valorisation. Ensuite, il y a eu des réflexions. Donc, il y a eu la partie au niveau Parlement, au niveau des ministères aussi. Il y a eu des réflexions au ministère de l'Industrie. François Loss, qui était ministre de l'Industrie, a commencé à réfléchir sur les bioplastiques, l'avenir des bioplastiques. Il y a eu un GT, Daniel Grenier, qui était ici présent, il était autour de la table, et puis d'autres industriels. Ça, c'est le deuxième élément, avec aussi un plan stratégique chimie, qui était alors à ce moment-là de Nicolas Sarkozy, qui n'était pas encore président à l'époque, et c'était animé par le COSIC, le Comité stratégique des industries chimiques, et dedans il y avait une partie développement de la chimie du végétal aussi. Donc ça c'était 2005, donc pas mal d'initiatives de prise en compte en fait de l'importance de la chimie du végétal pour verdir notre industrie et verdir en fait l'économie d'une manière générale. On arrive à 2005 et il y a eu un élément majeur, parce que là on n'a pas du tout parlé d'innovation, mais pour créer des nouveaux produits, des nouvelles solutions, il faut de l'innovation. Et il y a eu un élément majeur, enfin 2 éléments majeurs en même temps, mais que je situe sur le même niveau, puisque c'est un niveau d'innovation. Il y a eu la création de l'Agence industrielle de l'innovation, l'A2I, par le président Chirac, qui, voyant ce qui se passait au Japon, a voulu créer un genre de MITI français. Et a donné donc à M. Bessa, le président de Saint-Gobain, la responsabilité. Et dans cette A2I, il y a eu un pôle qui s'appelait Sciences du vivant, dans lequel on a retrouvé des thématiques qu'on appellerait aujourd'hui des thématiques de la bioéconomie. Il y a 2 projets, donc c'était des consortiums avec des industriels, de la recherche, etc., des budgets de plusieurs dizaines de millions d'euros. Il y a eu un projet que je connais bien parce que j'étais le chef de file, c'était le projet BioHub. Il y avait des gens comme Arkema, comme Solvay, comme Rhodia, comme DSM, etc. Et aussi des startups comme Metabolics Explorer ou d'autres. Donc là, c'était développer des nouveaux produits par la biotech pour la chimie et les matériaux. Et il y a eu un autre projet par soufflé qui s'appelait Osiris. C'était pour la fermentation sur ce support solide. Donc c'était bouillonnant et on était sur une période où finalement ça coulait de source, on peut dire ça. Exactement. Alors, je termine juste, Natacha. Le deuxième élément important, en même temps que la 2I, pour bien comprendre, c'était la création des pôles de compétitivité. Oui. C'était aussi en 2005. Donc il y a eu un élément sur l'innovation et aussi la structuration de l'innovation, parce que les pôles de compétitivité, c'était avant tout par l'innovation gagnée en compétitivité. Et il y a eu quelques pôles qui ont été créés, qui sont intéressés à la bioéconomie, et en particulier le pôle de la bioéconomie industrie agro-ressources, qui est devenu Bioeconomy for Change. Absolument. Donc ça a été concomitant en fait. La 2I, les pôles de compétitivité, donc il y avait vraiment une dynamique au niveau du gouvernement de mettre en place une politique stratégique d'innovation, mais d'innovation industrielle. C'était ça qui était important. Ouais. Alors enfin, je cite juste terminer le 5e élément, c'est... et là c'est juste pour rappel, bien sûr, c'était le 5 octobre 2006 à Clermont-Ferrand. Peut-être certains s'en rappellent, c'était un discours du président Chirac à l'époque, qui est intervenu donc à Clermont-Ferrand pour faire un discours général sur l'agriculture. Et je voulais juste citer une phrase qui nous concerne. Il a dit, alors je ne prends pas l'accent, je ne m'y risquerai pas. La France doit prendre résolument le tournant de la chimie végétale, qui constitue une alternative prometteuse à la pétrochimie. En 2015, donc on était en 2006, en 2015, les produits de la chimie verte devront représenter l'équivalent de 15% des produits pétroliers, contre 7% aujourd'hui. Voilà. Donc, tout était dit, une dynamique et une volonté en fait au plus haut niveau de l'État. Un alignement des planètes. Donc en 2015, c'était la volonté de l'horizon de Jacques Chirac. Vous, François Monnet, vous prenez la tête de la CDV en 2016 jusqu'en 2022, dans un contexte finalement un peu moins propice, puisqu'on avait notamment la baisse des prix du pétrole.
Oui, alors je ne vais pas refaire un historique aussi précis que Christophe, qui a daté les faits, mais c'est vrai que si on se souvient, pour ceux qui étaient dans l'industrie à l'époque, la fin des années 90, on a parlé du peak oil. Dans les années 2000, on a vu ça. Donc on a vu un certain nombre de projets se développer en disant, et les chimistes cherchaient d'autres sources alternatives de carbone. Alors pour des sociétés comme Rhodia à l'époque, qui avait la cellulose, qui avait les huiles, parce que l'oléochimie date depuis un certain nombre de millénaires, avec le savon, c'est quand même pas un produit d'avant-hier, mais d'un peu avant. Donc ils se sont dit comment utiliser une autre source et comment la domestiquer. Par contre, dans le contexte, on a vu aussi derrière arriver, notamment aux États-Unis, les gaz de schiste. Donc tous les 10 ans, l'impression pour les chimistes d'avoir une nouvelle source de carbone qui casse un certain nombre de projets. Donc ne restent que les projets les plus pensés sur le long terme, ceux où une chimie du végétal a sa vraie valeur à ce moment-là. Donc on a vu beaucoup de sociétés biotech, initialement plutôt biocarburants, se faire écraser entre des agro-industriels qui avaient une valorisation à faire et une énergie qui d'un seul coup était en chute libre. Donc ça fait pas mal de dégâts, d'où l'intérêt de se dire comment aussi construire ensemble une chaîne de valeur, sachant qu'on ne parle pas le même discours. Les chimistes et les agro-industriels n'ont pas la même temporalité. En chimie, c'est X centaines de millions pour 15 ans. Et je pense que les récoltes sont plus annuelles que ça. Donc on l'a vu, nous, chez Solvay, où on était soumis aux variations, je dirais pas erratiques, mais assez brusques de certaines matières premières agricoles, comme le glycérol. Donc il y avait ce besoin de construire ensemble une chaîne de valeur, sachant que sur le terrain, forcément, les gens, je ne dirais pas se battent, mais doivent s'accorder sur où s'arrête la frontière de l'un et de l'autre, et que chacun a essayé d'aller plus loin en aval pour les agro-industriels et plus haut en amont pour les chimistes, mais à un moment donné, les choses s'arrangent en fonction des compétences de chacun, et c'est un peu cette compréhension-là, et le fait de se dire que si c'est une nouvelle chaîne de valeur, sa force sera celle du maillon le plus faible, donc il faut qu'on se partage correctement le travail, et qu'on ait un discours positif pour s'insérer en complément d'une chimie pétrosourcée majoritairement, donc notamment en Europe et en France, à ce niveau-là. Donc je crois qu'il y avait vraiment ce regard-là, et comme on l'a dit, il y a eu des projets initiaux, on s'est rencontrés là sur le BioHub, on s'est là, et derrière une réorientation au début des années 2010 vers une chimie moins de commodité, donc des gros volumes, mais là où le biosourcé amène la différence de la structure, je dirais, raffinée par le végétal déjà, comme étant un support de fonction que les chimistes arrivent à valoriser de façon, je dirais, la plus rusée avec leurs compétences. Mais on voit bien, en complément du développement des biotechnologies, parce qu'il n'y a pas qu'un mouvement, mais toujours une convergence de fait, une capacité de se dire il y a vraiment un créneau à investir ensemble pour en comprendre la valeur et derrière commencer à se tourner vers l'aval pour dire quelle valeur ça a vraiment. Parce que la question reste quand même de la perception de la valeur, je réponds à madame le sénateur là-dedans, pour ne pas dire des valeurs que ce genre de produit amène entre les mains du consommateur. On en reparlera dans la table ronde. Alors 10 ans après sa création, la CDV comptait 55 adhérents. C'est quand même pas mal, beaucoup sont ici. Très impliqués, je me souviens, dans des groupes de travail avec beaucoup de production. En quoi c'était important de créer justement ce lien entre chimistes et représentants des agro-ressources? Christophe, en quelques mots. En quelques mots, en fait, on avait un rêve, mais bon, il y avait Dream, mais on n'y est pas arrivé quand même. En quelques mots, c'était de dire, aujourd'hui, on a des relations clients-fournisseurs classiques. Donc on a les agro-industriels qui vendent des produits, de la cellulose, de l'amidon, du sucre, etc., à des chimistes qui vont les transformer et les vendre en solutions pour les consommateurs. L'idée, c'était de dire, bon voilà, aujourd'hui, en tant qu'agro-industriel, qu'est-ce qu'on fait? On vous donne les produits qu'on a développés, etc., puis vous devez en faire quelque chose. Mais on ne vous donne pas les produits qui sont dans nos laboratoires. On vous donne ce qu'il y a sur l'étagère. Parce que bon, nous, on va développer de notre part, on va peut-être essayer de déposer des brevets, de faire des choses de notre côté. Donc l'idée, c'est de dire, on va essayer d'accélérer au niveau français, et de dire, bon, bah, on va pas vous donner les produits sur l'étagère, on va vous donner les produits qui sont sur nos paillasses. Et on va essayer de développer ensemble des choses. Alors, il y a eu des réussites, BioHub, il y a eu qui ont donné lieu à des investissements, l'isosorbide, l'acide succinique. Enfin, il y a eu des choses qui ont abouti, mais on n'est pas arrivé au bout de notre co-développement, co-construction jusqu'à la coopération, en fait. Alors,
pourquoi on est resté chacun un peu dans sa case et on a partagé des choses. Bon, après, au niveau de la CDV, ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé plus sur des sujets, des groupes de travail qui étaient pré-compétitifs. Donc, comme les normes, comme la CDV, comme tous ces sujets-là. Mais on n'y est pas arrivé. Pourquoi on n'a pas franchi le Rubicon? C'est une question importante, parce qu'on y est toujours. Je crois que c'est par crainte, chacun, de spoliation. Alors là, toi, tu es chimiste, tu étais chimiste et moi, j'ai été agro-industriel. C'est-à-dire, on se dit, oui, mais ils vont nous piquer nos idées, ils vont faire des brevets, des enveloppes solo, des trucs comme ça. Donc, il y avait l'aspect brevet, l'aspect aussi qu'on souhaite développer aussi, qu'on souhaite aller plus loin dans la chaîne de valeur, des choses comme ça. Et donc, on est resté un peu chacun de chaque côté de la berge. Il y a eu des ponts et des passerelles sur ce Rubicon, mais on ne l'a pas franchi totalement, avec un élan. parce que de nature, en fait, on était encore des entités qui devaient se développer, et donc et c'est logique. Mais il y a eu des choses qui ont été faites. Par contre, juste ça a permis de se focaliser sur des choses qui pouvaient aboutir. Et donc il y a eu des projets après, bon, avec les agences, avec les pôles, etc., sur l'innovation, ça c'est clair, mais bon, des co-développements, mais très ciblés dans le cadre de consortiums. Et puis après, il y a eu des initiatives globales, plus holistiques, sur donc ça a pris quand même, il y a quand même une... ça a pris, je ne dis pas, ça a pris, mais pas jusqu'où, si on regarde dans le rétroviseur, pas jusqu'où on aurait souhaité que... Rêver, comme disait l'autre, un complément. Oui, je pense qu'il y a eu pas mal de projets qui sont devenus des projets de partenariat, ce qui permet de commencer à comprendre le langage de l'autre, et ça, c'est pas rien. Dans la création de la chaîne de valeur, il faut bien que les entités s'entendent à ce niveau-là, pour savoir comment là, sachant qu'il y a une traduction depuis une agro-ressource à un produit, et qu'à un moment donné, chez les chimistes, on passe de produit à marché, et d'ailleurs, on a vu derrière entrer les B2C, comme on dit dans la CDV, donc le besoin de continuer à décliner la valeur du produit dans les yeux du consommateur final. Et ça, c'est un vrai travail que déjà les chimistes commencent à aborder, mais les chimistes raisonnent en ligne de produit aussi, un peu comme les agro-industriels. Et comment faire cette transition petit à petit et rajouter cette compréhension et le fait de se dire que déjà, nous, il faut qu'on s'entende, mais arriver à sentir qu'il y a une vraie capacité de développer quelque chose au niveau national, pour peu que l'environnement global soit cohérent et supporte bien l'avancée de ce développement-là. Donc dans une chimie qui doit se trouver sa place, avec derrière, on a vu tous les mouvements sur les sources de carbone. Et juste pour ajouter, en fait, il y a quelque chose d'important, il y a eu un déclic important à un moment au niveau de la CDV, c'est en 2008, quand on a créé un groupe de travail justement pour attirer les clients, donc les transformateurs, que ce soit dans les peintures, dans la cosmétique, dans les bioplastiques, dans l'emballage, dans le bâtiment. Et ça a été fait. Bon, avec Daniel, on avait créé un groupe de travail qui s'appelait Rebio, réseau sur la bio. Et ça a amené, en fait, ça a pris, mais ça a pris du temps aussi. Et aujourd'hui, il y a énormément, en fait, dans la CDV, de membres qui sont les transformateurs, en fait, qui sont en aval de nos industries. De l'industrie. Alors, j'ai retrouvé un document que vous avez appelé à l'époque Fer de lance, que vous avez rédigé en 2011. Il déplorait, je cite, le manque de cadre politique européen clair et harmonisé, on était en 2011, une fragmentation des programmes existants et un manque de cohérence des mesures mises en place. Est-ce que, finalement, les choses ont changé, messieurs ? Alors, je pense que les choses ont changé. Christophe a parlé des groupes de travail. Et je sais que pendant ces 3 mandats, beaucoup de groupes de travail ont été lancés. Et c'est vraiment tout ce travail de fond qui est un travail fait par les associés. C'est une association pour eux-mêmes, pour offrir cette vision globale, je dirais, cohérente de ce que peut amener cette filière au pays. Et ça a décliné aussi bien sur la compréhension des marchés aval, sur les butées de normes, de lois qu'il faudrait éliminer, sur des cadres fiscaux peut-être à améliorer pour accompagner les développements, parce qu'on est dans une industrie de temps long. Et Madame le sénateur l'a vraiment rappelé, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Quand on dit 15 ans, c'est le temps de vie d'un investissement fiscalement parlant, sachant qu'on espère faire tenir la machine un peu plus longtemps encore. Donc il y avait vraiment tout ce travail-là, et ça a été petit à petit, après le fer de lance, donc les premiers combats, je pense, asseoir la crédibilité de cette association et de ses membres dans la façon de défendre. Je ne sais pas défendre pour tendre la main pour obtenir une obole, non.
C'est comment créer un cadre pour que chacun puisse agir de son côté pour le meilleur de son entreprise dans une filière qui va aider le pays à développer quelque chose de spécifique. Je crois que c'est quand même ça la vraie notion qui fait que c'était plaisant, je dirais, de rencontrer un certain nombre aussi bien d'élus que de membres de l'administration parce qu'on coche beaucoup de cases dedans sur la revitalisation territoriale, la création d'une chaîne de valeur, donc d'ajouter de la valeur et non pas exporter du blé pour ramener des produits, mais exporter des produits finis beaucoup plus, je dirais, à valeur, avec derrière aussi la création d'emplois qui correspond à ça, avec des taux de recherche et d'encadrement dans cette chimie innovante qui sont supérieurs à la chimie qui elle-même déjà est une filière avec beaucoup d'encadrement et de recherche, donc absolument. à haut salaire. Donc, ouais. Et en fait, concrètement ou pratiquement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé beaucoup aussi avec les agences, l'administration, les ministères. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais la DGPE, le bureau de la bioéconomie qui est représenté avec Pablo ici, la DGE aussi, et aussi les agences, en particulier l'ADEME, où on a été à l'initiative en fait, du premier guide des analyses de cycle de vie pour les produits biosourcés. Et donc là, ils réactualisent ce guide-là, mais ça date de 2011 ou quelque chose comme ça. Et juste pour terminer, il y a eu aussi la dynamique avec France Agrimaire, où on a eu la création de la commission thématique sur la bioéconomie avec un GT ou Sophie sur les produits et matériaux biosourcés. Donc ça a amené, en fait, on a eu un effet d'entraînement poussé par la CDV, mais pas que par la CDV, aussi par les pôles, par un écosystème dont la CDV était l'un des piliers. Ouais. En deux mots, tout le travail de fond qui est fait est un travail à bien garder. Et je sais que la CDV essaye d'avoir une mémoire longue parce qu'on se rend compte que les arguments, quand ils sont posés dans une vision de long terme, ne se font pas avoir par le premier revirement possible économique ou autre, ou politique, mais payent. Et on l'a vu quand tout le gouvernement a poussé sur le soutien à l'industrie en France 2030, avec le travail fait par les membres de la CDV pour faire en sorte que cette filière, à côté des biocarburants, soit dans les 12 filières prioritaires, avec une enveloppe quand même de 400 millions à partager en deux, ce qui est quand même la concrétisation de l'intérêt de travailler ensemble. Je fais un appel à venez vous rejoindre, je dirais, dans cette association, parce que ça vaut le coup, dans tous les sens du terme, dans la compréhension du métier et dans la capacité de mettre en place quelque chose de fort. Pour avoir reçu le CSF en décembre 2021 dans les anciens locaux de Rhodia devenus Solvay, donc 18 mois après le lancement de ça, on avait promis, et la DGE avait les yeux ébouriffés, comme on dit, à peu près 35 projets pour 500 millions d'investissements. 18 mois plus tard, 35 projets avaient été approuvés par la DGE pour 480 millions d'investissements promis. Donc ça avait été un vrai succès qui était un signe de la vitalité d'une filière vraiment en pleine émergence. Je crois que c'est un très beau résultat concret de l'intérêt de l'association et de la façon dont elle a pu faire comprendre en quoi cette chaîne a une vraie valeur pour le pays. Une valeur stratégique, on va en reparler. Vous avez une poignée de secondes pour nous donner votre vision de la chimie du végétal et de l'avenir de la CDV sur ces 10 prochaines années. Oui, une poignée. Alors, Madame la sénatrice, vous avez parlé d'approche systémique chacun. Et on est à fond, enfin tout à fait dans cette approche systémique. Je rajouterais aussi une approche holistique, mais holistique de la bioéconomie, c'est-à-dire avoir une part prépondérante à côté de l'alimentaire, à côté des autres, des biocarburants, etc., des développements des produits et matériaux biosourcés dans cette bioéconomie. Et ça, c'est vraiment important. Il faut faire comprendre qu'on crée, vous avez parlé qu'on passait de l'économie du prix à l'économie de la valeur. On va créer de la valeur par la bioéconomie. Et il y aura une question, je vois Frédéric en face de nous, il y aura une question importante, c'est comment on n'a qu'une seule biomasse, donc comment on va boucler cette biomasse avec tous ces usages et donc avoir des priorités en fait sur ces usages. On va en donc reparler, ça va être un des sujets de la table ronde. Alors je dirais, je pense qu'il n'y a pas qu'une chimie du végétal, parce qu'il n'y a pas qu'une chimie. Il y a des chimies différentes par marché. Et je crois qu'on sait qu'à moyen terme, 30 ans, quelque chose comme ça, le recyclé aura peut-être la part prépondérante parce qu'on doit recycler le carbone, notamment le fossile. Le biologique est recyclé déjà par nature. Je voudrais quand même qu'on ne l'oublie pas, d'accord ? Mais il y aura des chimies du végétal avec des chimies peut-être plus lourdes en termes de débouchés ou autres, et des chimies plus, je dirais, proches de la stratégie du parfumeur dont parlait M. Niedou, hélas décédé, qui valorise vraiment quelque chose pour que cette chimie-là prenne sa place
dans le monde des chimies correspondantes et qu'elle en tire toute la valeur sur la capacité de continuer ça. Et ceci, je voudrais juste rappeler, on doit se mettre dans un cadre européen et on avait vu il y a quelques années que la France avait une surface agricole qui permettrait d'être la première bioéconomie. Or, on a une sous-valorisation, là je complète vraiment le discours de Christophe, une sous-valorisation d'un facteur 2 de la bioéconomie par rapport à la ressource, ne serait-ce qu'en termes d'hectares, disponible. Donc il y a un chantier énorme de valorisation qui doit permettre d'alimenter un certain nombre d'usines et sans forcément mettre de la pénurie sur les étagères. Merci beaucoup. On peut applaudir nos chers présidents. Merci. Vous avez marqué l'histoire de la CDV. J'en profite pour saluer également Valérie Lucas, qui est dans la salle et qui était déléguée générale aussi pendant quelques années, qui a aussi marqué l'histoire de l'association. Alors vous l'avez compris, la chimie du végétal a encore de nombreuses opportunités de développement. Quels sont aujourd'hui les défis qui restent à relever à l'heure évidemment de la transition écologique ? Comment les pouvoirs publics peuvent soutenir davantage les professionnels et la filière ? La CDV vient de publier un livre blanc. Nous allons le commenter tout de suite avec Bernard Chaud, président de la CDV, et Laura Grisa. Venez me rejoindre, sous-directrice en charge de la chimie, des matériaux et des éco-industries à la Direction générale des entreprises. Soyez les bienvenus. Bonjour, merci d'être parmi nous, Laura Grisa. Monsieur le Président, on vient d'évoquer là, avec vos prédécesseurs, l'évolution de la CDV. Aujourd'hui, vous nous faites un point sur où en est la filière. Merci. Donc, je vais faire un point je vais vous répondre en 3 points sur cette position. Donc, d'abord sur l'impact économique, après l'impact sur le CO2 et ensuite l'impact réseau. Donc sur l'impact économique, il y a un certain nombre de chiffres qui ont déjà été un petit peu indiqués. Donc tout à l'heure, on avait parlé d'un objectif de 15% des matières. Donc il y a une photo qui a été faite en 2018, on était à 11%. On n'a pas réussi à actualiser cette photo avec le dynamisme, ça bouge toujours, donc la photo était floue, mais voilà. Donc on doit être proche des 15% avec une croissance, un dynamisme qui était estimé à plus 5 et plus 8% de croissance. Ça veut dire 700 sites au niveau national, et ça veut également dire qu'au niveau européen, ça représente 27% des bioraffineries européennes qui sont sur notre territoire. Donc voilà un petit peu pour donner l'impact économique. Sur le plan de l'impact CO2, alors il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs périmètres pour évaluer. Donc d'abord, nous on va commencer par l'étude que nous avons fait faire à CDV avec EVA. Donc ce qu'on a calculé, c'est la quantité de carbone contenue dans les produits biosourcés. Donc on a trouvé 1,5 million de tonnes d'équivalent CO2 en carbone qui est contenu dans les produits biosourcés en France. Donc ça fait de l'ordre de 475 000 tonnes d'équivalent pétrole évité. Ça, c'est nos chiffres à nous sur la France. Il y a un chiffre européen qui donne une fourchette parce qu'il y a plusieurs façons de compter, plusieurs méthodes. Donc la fourchette pour l'économie de gaz à effet de serre liée aux produits biosourcés, la fourchette va de 16 à 60 millions de tonnes de CO2 équivalent par an. Et puis, il y a des experts américains qui ont fait l'exercice, eux, de leur côté, et qui ont trouvé des émissions de gaz à effet de serre d'environ 45% par rapport aux produits fossiles. Donc voilà, tout ça, c'est pour chiffrer un petit peu le biosourcé avec différents types de chiffres, différentes géographies. Donc voilà où en est la filière biosourcée sur le plan de l'impact CO2. Sur le plan de l'impact du réseau, eh bien, comme dit précédemment, la filière biosourcée se retrouve à un pont très bien arrimé entre la puissance agricole, donc tout à l'heure nous en avons parlé, et puis l'industrie chimique. La France a aussi une grande culture chimique, et donc la filière, c'est ce pont toujours bien installé. Voilà, et donc plus que jamais,
cette chimie du végétal, un des piliers fondamentaux de la bioéconomie et de la transition écologique. Oui, avec cette difficulté que vous soulignez de bien mesurer les effets, mais vous avez dans ce livre blanc des chiffres extrêmement intéressants. Laura Grisa, on va parler de France 2030, lancée il y a 3 ans de ça seulement. Comment il a permis l'accélération, d'abord, est-ce qu'il a permis l'accélération de la chimie biosourcée ? Oui, alors le soutien de l'État, comme ça a été rappelé précédemment, ne date pas de France 2030 pour cette filière. C'est vraiment un partenariat de long terme qui s'appuie donc sur nos dispositifs, notamment le crédit d'impôt recherche, qui est vraiment un pilier pour soutenir l'innovation, le financement de structures mixtes comme l'ITER ou la plateforme Piver. Et avec France 2030, effectivement, on est venu encore consolider cette stratégie et ajouter un axe dans notre soutien au développement des biotechnologies. Donc l'objectif de France 2030, c'est vraiment d'accompagner des projets industriels et d'avoir un accompagnement aux différentes phases des projets qui correspond du coup à différentes situations, que ce soit à la fois aider des startups à monter leurs premières usines ou d'autres grands groupes à transformer leur production. Donc France 2030, au total, c'est plus de 54 milliards d'euros qui vont être déployés sur 5 ans. Et on a dans France 2030 une stratégie dédiée au développement des biotechnologies industrielles, ainsi qu'aux carburants d'aviation durable. Donc au total, c'est un financement de 500 millions d'euros, 200 millions d'euros pour ce qui est les carburants avancés et 300 millions d'euros sur les produits biosourcés. L'objectif qu'on s'est fixé à travers de ce plan, c'est de doubler la production de bioproduits en France d'ici 2030. Et on constate vraiment qu'il y a un fort déploiement de ces dispositifs, un fort succès de ces dispositifs sur les premières années de déploiement du plan France 2030. Sur les biotechnologies, on a soutenu plus de 19 projets, dont 12 qui concernent directement la chimie. Ça fait plus de 130 millions d'euros qui ont été engagés par l'État. Et en complément de ce dispositif, on a aussi un dispositif qu'on appelle Première Usine, qui vise là vraiment des startups pour les aider à monter leur première chaîne de production. Et pour la chimie du végétal, on a soutenu 4 projets pilotes pour environ 55 millions d'euros. Donc comme je le disais, c'est une stratégie vraiment très large qui couvre différents secteurs. L'un des piliers, c'est quand même la stratégie de développement des carburants avancés et notamment des biocarburants. Donc on vise vraiment des carburants 2G, c'est-à-dire qui ne sont pas en concurrence avec de la biomasse qui a d'autres usages, notamment alimentaires. Et parmi les projets qu'on a soutenus, il y en a 2 qui sont emblématiques. C'est le projet NACRE, qui vise du coup la valorisation de déchets pour produire de l'éthanol, ou le projet BeautyJet. On a aussi également des projets qui permettent de soutenir la substitution de molécules issues de la pétrochimie. Donc, par exemple, le projet Cerisae du groupe Michelin. Donc c'est pour produire des molécules qui servent notamment pour les pneus. On a soutenu d'autres projets de développement d'hydrocarbures, d'isobutène, notamment pour la cosmétique. Et puis, comme je le disais, on a un accompagnement qui est spécialisé pour répondre à différents types de situations, soutenir des entreprises innovantes. Par exemple, on a soutenu Afiren pour sa première usine, ou soutenir aussi d'autres grands groupes. On a par exemple Arkema qui fait du polyamide à partir de biosourcés, du ricin, qu'on accompagne également. C'est bien l'objectif d'avoir un accompagnement sur mesure et de pouvoir accompagner chaque projet et de l'aider à se monter, à trouver le guichet qui lui correspond. Dans une période de restriction des budgets, on peut craindre une baisse des crédits sur tout ça ? À ce stade, il n'y en a pas. Après, ce sera évidemment soumis aux discussions budgétaires à venir. On les attend. Bernard Chaud, est-ce que les plans d'investissement et les outils proposés par les pouvoirs publics sont aujourd'hui, selon vous, suffisants pour donner encore plus d'élan à la chimie du végétal ? Merci de cette question. Je vais rester sur la réponse en 3 points. D'abord, souligner les succès. Après, regarder quels sont les freins pour essayer d'améliorer les choses pour l'avenir. Et puis, je ferai un petit point particulier sur la concurrence internationale qu'il faut avoir en tête. Donc, les succès, c'est effectivement les plans d'investissement. Donc, notamment, on va saluer la stratégie d'accélération des produits biosourcés qui a été mise en place avec une excellente collaboration entre les experts de l'administration et les experts des entreprises, notamment des entreprises qui font partie de l'association ACDV.
Ça a permis d'arriver à des programmes qui intègrent aussi bien la phase amont de la recherche que la mise en œuvre opérationnelle industrielle. Et donc, on peut citer que du côté très recherche, il y a eu les PEPR avec les programmes équipements prioritaires de recherche. Et côté mise en œuvre industrielle, il y a les appels à projets qui sont soutenus pour l'industrialisation. Et au total, ça fait donc, comme ça a été évoqué tout à l'heure, une enveloppe de 420 millions d'euros dans France 2030. Donc ça, c'est la partie succès pour le présent. Et puis après, si on veut proroger ce succès dans l'avenir, il faut aussi peut-être s'intéresser aux freins qu'on peut voir. Donc j'en ai retenu 3 parmi ceux qui sont mentionnés dans notre livre blanc. On ne va pas tous les citer, mais en retenir 3. Il y en a un qui est sur la temporalité spécifique par rapport à des projets de la filière biosourcée par rapport à la temporalité des dispositifs fiscaux, qui peut parfois être un petit peu courte par rapport à l'échelle de temps du développement. Donc les dispositifs fiscaux, ça peut être le crédit impôt recherche, le statut jeune entreprise innovante, les aides financières au sens large. On peut avoir besoin d'une temporalité plus longue liée à une montée en échelle plus longue. Ça, c'est un des sujets. Le deuxième sujet, c'est le financement pour ce fameux passage de la recherche vers l'industrialisation, qui est bien connu, ce passage qui est bien connu sous le charmant nom de vallée de la mort. Donc le financement de la vallée de la mort, ça reste un des freins. Et je vais aussi citer l'interprétation de la taxonomie verte européenne, qui peut être un frein, qui peut contraindre le financement des projets biosourcés, en dire vous ne cochez pas toutes les cases, donc vous n'avez pas droit. Et ça c'est une difficulté sur laquelle on pourra revenir encore à la fin. Et puis pour terminer, la concurrence internationale. Bien sûr, notre secteur est lié aussi, comme beaucoup d'autres, à la hausse des prix des matières premières, importation déloyale, explosion du coût de l'énergie, notamment avec des pays comme les États-Unis et la Chine. Mais en plus, il se trouve que ces pays, États-Unis et Chine, ont déployé des mesures de soutien très ambitieuses sur leurs industries biosourcées. Et donc, je rejoindrai les propos de Madame le sénateur, ce qui a cité Mario Draghi. Voilà, il faut faire des efforts en Europe, sinon on va se faire doubler. Bon, les USA, eux, ils ont annoncé entre 350 et 800 milliards de dollars investis sur ces filières. Aujourd'hui, ce qu'on nous dit en Europe, le Net Zero Industry Act, pour nous, il est loin du compte. Il est loin du compte. Voilà. Donc, ces outils de financement, ces soutiens en Europe, en France, vont être nécessaires pour les freins de l'avenir. J'ajoute qu'en moyenne de 2018 à 2022, les investissements en Chine dans le secteur de la chimie, au global, ont été 4 fois supérieurs à ceux en Europe et aux États-Unis. Laura Grisard, en janvier 2023, la Commission européenne a publié la trajectoire de transition pour l'industrie chimique à l'horizon 2050. La France l'a ensuite déclinée nationalement. Quelle est la place accordée à la chimie verte? Quelle est la contribution du biosourcé concrètement? Alors oui, effectivement, donc la stratégie européenne reconnaît la place du biosourcé comme facteur de transition de l'industrie chimique. Donc l'objectif qui a été fixé au niveau européen, c'est de réduire de 90% d'ici 2050 les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie chimique. Et évidemment, le biosourcé a vocation à prendre une place majeure dans cette stratégie. Et la stratégie européenne fixe un objectif de 30% des matières premières utilisées dans la chimie en 2050 issues du biosourcé. Voilà, donc comme vous le soulignez précédemment, on est aussi conscient de ce contexte de renforcement de la concurrence internationale. C'est une préoccupation forte des autorités françaises et on a notamment appelé au printemps, avec une coalition de 9 États membres, notamment les Pays-Bas, la Commission à maintenant concrétiser ses ambitions et à mettre en place les mesures qui permettent à la fois de préserver nos chaînes de valeur existantes et de renforcer la résilience de l'industrie chimique et notamment de créer les conditions de marché de cette transition. Donc tous les sujets d'accès à la biomasse ou conditions de marché au niveau européen. Donc on est évidemment très, très vigilant à ces sujets et ça fait bien partie des préoccupations des autorités françaises. On a aussi décliné de façon concrète ces stratégies au niveau français. Donc on a comme je l'ai dit, on a notre plan national bioéconomie qui vise à doubler la part du biosourcé dans la chimie d'ici 2030.
Et on a commencé aussi à travailler sur les conditions nécessaires pour rendre cela possible, et notamment sur le sujet de la priorisation de la biomasse. Donc vous avez peut-être vu qu'il y a eu des travaux du SGPE dont les conclusions ont été publiées cet été sur le sujet du merit order de la biomasse, dans lesquels les usages matières ont bien été identifiés comme prioritaires par rapport à des usages énergie pour lesquels il peut exister des substitutions possibles. Donc l'État est bien en train de mettre en œuvre tous les instruments pour mettre en place cette priorisation de la biomasse, donc pour mieux suivre les usages, notamment avec la création du GIS biomasse. Et puis on a également un texte européen qu'on va devoir décliner qui s'appelle le RED 3, qui implique justement de reconnaître et de mettre en place au niveau national ces usages en cascade, et donc de privilégier l'accès matière pour la chimie verte notamment. Ensuite, par rapport aux éléments pour aller de l'avant, nous ce qu'on voit c'est aussi le fait de créer une demande pour les produits biosourcés. Donc ça, il y a déjà des mesures qui ont été prises au niveau national, comme l'obligation d'incorporer 15% de matériaux biosourcés dans la construction et dans les bâtiments publics. Le fait qu'on valorise de plus en plus l'empreinte carbone des produits dans la commande publique et qu'on ne cesse de le rappeler. Et par ailleurs, au niveau européen, il y aura ce règlement qui s'appelle ESPR, qui est un règlement qui a vocation à aller vers des critères environnementaux plus forts sur les marchés et à imposer ces critères pour l'ensemble des produits qui rentrent sur les marchés. Donc essayer de rétablir aussi un level playing field par rapport à des importations. On espère que tout ça aura des retombées extrêmement concrètes. Bernard Chault, pour conclure, à horizon 2050, quels sont vos besoins aujourd'hui? Sur quoi travaillez-vous et qu'est-ce que vous demandez précisément? Je vais revenir avec les 3 points. Les 3 points, même s'il y a beaucoup d'autres choses qui sont dans le livre blanc qui va être disponible à partir d'aujourd'hui. Il est disponible où? On l'aura sur le site? On peut le trouver sur le site de la CDV. Il est mis en ligne aujourd'hui, je crois. C'est ça, voilà, tout à fait. Sophie Marquis me dit que oui. Donc les trois points que j'ai choisis, c'est un axe européen, une équité européenne, un axe de simplification réglementaire et un axe sur la durabilité et la disponibilité de la biomasse, puisque c'est notre matière première. Ces 3 axes-là, donc du côté européen, donc un cadre de concurrence équitable. On peut citer ce qui existe déjà un petit peu et qui va se développer, donc le Buy European Act, et puis je vais aussi relayer ce que Mme Grisa a souligné avec l'initiative que la France a prise avec les Pays-Bas, ce qui est une très bonne chose. Donc ces initiatives donc, effectivement sont soutenues par la CDV et qui appellent à d'autres initiatives européennes pour un marché plus stable et prévisible pour les entreprises, soutenir la demande des produits biosourcés. C'est nécessaire parce que c'est quand même assez facile. Il y a une histoire assez longue sur les produits fossiles. Les remplacer, c'est pas si simple, donc c'est nécessaire d'avoir des soutiens. Le second axe, c'est la simplification du cadre réglementaire. Faire des nouvelles choses, c'est toujours compliqué. Obtenir des autorisations pour des nouvelles choses, c'est toujours plus simple que de faire comme avant. Et donc, de ce point de vue-là, il nous semble que les États-Unis, par exemple, proposent des procédures plus courtes. Et ça peut être utile parce que ça peut faire partie des freins. Et le dernier axe, c'est sur la disponibilité et la durabilité de la biomasse. Donc tout à l'heure, Mme Grisa a cité le groupement d'intérêt scientifique, le GIS, sur le bouclage de la biomasse. Tout à l'heure, les anciens présidents ont mentionné les multiples usages de la biomasse. Et donc moi, je voudrais en profiter pour souligner la complémentarité dans ces multiples usages. On a parfois eu tendance à opposer, dire c'est fromage ou dessert, c'est alimentaire ou non alimentaire, c'est de la concurrence. Moi, je dis c'est pas du à la place, c'est du complémentaire. Donc, bien entendu, le complémentaire, il faut boucler, parce que on va pas vendre 2 fois la même biomasse à 2 usages différents, bien entendu. Mais je pense qu'il faut mettre en avant sa complémentarité. Il ne faut pas avoir peur de cette complémentarité. Il ne faut pas avoir peur de ce multi-usage. Je pense que c'est plutôt un atout plutôt qu'un inconvénient. Il ne faut pas que ça soit une raison pour freiner. Et moi, j'ai un petit slogan que j'aime bien. Je vais dire que le non-alimentaire, c'est bon pour l'agriculture.
et que ce qui est bon pour l'agriculture est bon pour l'alimentaire. Donc le non-alimentaire est excellent pour l'alimentaire, donc il ne faut pas en avoir peur. Voilà, nous sommes déterminés à mener ce combat pour une chimie plus verte, plus responsable. Voilà, ensemble, faisons de la chimie du végétal un acteur essentiel de la transition écologique et de la réindustrialisation de la France. C'est là où les foules se lèvent. Merci beaucoup. Merci Laura Grisat, je vous laisse rejoindre la salle. Merci Monsieur le Président.